Je suis Lyle Frangier, je dirige le département d'évaluation des formations au HCERS et j'ai auparavant occupé 3 postes de vice-présidente en charge des formations dans 3 universités différentes, ce qui m'a amené à m'occuper des questions de pédagogie en général et de l'approche par compétences en particulier dans ces différents postes. Et donc la présentation que je vous propose de faire aujourd'hui est à la fois issue de cette expérience-là et puis plus particulièrement des travaux que nous faisons actuellement au HCERS. Donc je vais partager avec vous un diaporama, mais qui sera aussi mis à votre disposition par la suite. Alors un instant. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Très bien, on le voit qui s'affiche à l'écran. Parfait. Très bien. Et quand je le déroule, vous le voyez dérouler? Pour l'instant, non. Ah, ok, alors on a un nouveau... Ça y est, la deuxième slide est apparue. Ok, mais en fait, je ne vais pas pouvoir le mettre en mode diaporama, sinon vous ne voyez pas le déroulé. J'ai eu le même problème la semaine dernière. Voilà, donc désolé si ça ne va pas être très, très agréable. Alors, je vous propose, pour vous parler de l'APC aujourd'hui... Lynn, si je peux vous interrompre un instant, s'il vous plaît. On peut, si vous le souhaitez, en régie, afficher votre support. Et dans ce cas, à votre écoute, on fera défiler les slides. Ça nous permettra d'avoir une vision plus agréable. Plus agréable, ok, très bien. Je me tourne vers la régie, normalement ils devraient faire ça. Ils y arrivent, ils sont excellents dans le domaine. On a juste besoin de votre part d'un signal qui nous indique quand changer les diapos. Très bien, allez-y, vous pouvez aller sur la deuxième diapo pour la questionnement. C'est bon pour vous? C'est parfait, vous pouvez y aller, merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose de vous parler, donc dans un premier temps, de la notion plus large des enjeux pédagogiques en matière de FTLV, de l'approche par compétences, pour après pouvoir aussi faire le lien avec le thème de votre journée et de la manière dont le HCERS va évaluer la qualité du pilotage et de l'amélioration continue en général, et dans ce cadre-là, la place qu'occupe l'APC dans l'évaluation des formations, mais aussi dans le schéma général de l'amélioration continue, à la fois les enjeux, mais aussi les critères et les modalités d'évaluation que nous mettons en place, et puis rapidement les constats que nous avons faits au niveau national au fil des vagues en la matière. La diapo suivante, s'il vous plaît, la diapo 4. En fait, vous le savez, le sujet de l'approche par compétences et des questions pédagogiques en général est à la fois un sujet ancien en France. Juste pour rappeler, les premières sollicitations des universités sur l'approche par compétences datent de 2004. Donc ça fait 20 ans que nous discutons de cette question, que nous essayons d'avancer sur ce chantier en France avec à la fois des réserves, des freins, et puis une dynamique qui s'est mise en place récemment. C'est la raison pour laquelle le chantier s'accélère et puis intéresse à un nombre d'établissements importants. Si je devais résumer, peut-être la raison pour laquelle nous tenons à la fois à ce chantier, nous avons du mal à avancer là-dessus. Je dirais que d'un côté, vous le savez, l'entrée en matière pour la réflexion dans ce domaine est venue du domaine de la FTLV et de la certification professionnelle, avec la mise en place des fichiers RNCP, de la VAE, donc depuis la loi de 2002, de la modernisation sociale, et puis donc cette entrée en matière plutôt par l'approche de la formation professionnelle a fait que la prise en charge de ces questions par la formation initiale et donc par le biais pédagogique, c'est fait plus tard. Et c'est vraiment les dernières lois à partir de 2018, la loi Choisir son avenir professionnel, mais aussi les différents arrêtés de licence pro et du cadre national des formations de licence et master qui aujourd'hui en fait une obligation à la fois de décliner les formations en compétences, de les structurer en blocs de connaissances et de compétences, pour reprendre les termes du cadre et des arrêtés, qui permet qu'on s'intéresse davantage aujourd'hui à cette question, y compris au HCERS.
La diapo suivante, s'il vous plaît. Juste vous dire aussi que cette situation que nous avons en France n'est pas celle que nous allons retrouver partout en Europe. Et aujourd'hui, peut-être les alliances européennes contribuent à la dynamique qui se met en place, dans le sens où, vous le savez, le cadre réglementaire en France est davantage précis, peut-être même davantage contraint dans le domaine de la professionnalisation, avec ces fiches RNCP désormais nationales et qui incluent des blocs de compétences nationaux, ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Europe, alors qu'à l'inverse, en Europe, en particulier dans les pays francophones proches de nous, la Belgique, mais aussi plus largement que l'Europe, au Canada par exemple, la réflexion sur le placement de l'étudiant au cœur de son apprentissage, sur les approches programmes, font que la question est beaucoup plus présente en Europe. D'ailleurs, elle est beaucoup plus présente dans les European Standard Guidelines, qui guident l'évaluation des formations, que c'est le cas pour nous en France. Voilà. Donc, on voit bien que cette démarche peine à aboutir parce que le point d'entrée n'était pas celui de la pédagogie initialement, il était celui de la FTLV, ce qui fait que les collègues qui étaient en formation initiale pouvaient se considérer moins concernés par cette question-là. Mais je dirais à la fois la réflexion générale sur la pédagogie et la dynamique européenne font changer les choses en la matière. Et nous voyons que par exemple les PIA, notamment les NCU, comme celui que vous portez à l'université de Savoie-Mont-Blanc, permet aujourd'hui de faire évoluer les choses. Et donc, si vous pouvez aller à la diapo aussi, s'il vous plaît, la réflexion qu'on a menée au HCERES est partie de ce constat-là, à la fois d'un chantier qui avait du mal à démarrer, puisqu'on a commencé, nous, à interroger sur l'APC il y a très longtemps, mais aussi une dynamique actuellement en place, et nous sommes davantage dans l'accompagnement de cette dynamique-là depuis 2 ans, donc depuis la VACC et la mise en place d'une nouvelle méthodologie au HCERES. Peut-être avant d'entrer dans cette méthodologie, vous rappelez déjà nos missions et comment nous, on peut contribuer à un chantier comme celui-ci. Donc, vous le savez peut-être, mais donc le HCERES évalue toutes les formations portées par les universités et les écoles publiques en vue d'apprécier leur qualité. Donc, ce qui nous amène à regarder l'ensemble des critères qui évaluent la qualité, dont les critères liés à la professionnalisation et à la pédagogie. Mais nous évaluons aussi les formations en vue de leur accréditation, l'évaluation étant une condition obligatoire préalable à l'accréditation. Et c'est ce qui nous a amené à définir, et j'y reviendrai, des critères d'accréditation qui permettent de formuler cet avis et peut-être de conditionner l'avis d'accréditation, le ministère ayant la compétence de prononcer l'accréditation ou pas. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que le HCERES n'est pas prescripteur en lui-même, dans le sens où nous n'inventons pas dans notre coin les critères, les référentiels et les données que nous souhaitons utiliser. Nous nous inscrivons bien sûr dans les cadres réglementaires en vigueur et en cohérence avec les politiques publiques. Ce qui veut dire que quand nous vous interrogeons sur un sujet donné, c'est parce que il y a derrière un cadre réglementaire qui nous impose de le faire et qu'il y a une politique publique dont nous devons aussi regarder la mise en œuvre. La diapo suivante, s'il vous plaît. Et de ce point de vue, nous voyons que nous arrivons à contribuer au chantier de 3 manières différentes. D'abord en amont à travers nos référentiels. Lorsque nous inscrivons des critères dans les référentiels, cela amène les établissements à s'interroger sur la manière dont ils peuvent y répondre et parfois à structurer aussi des chantiers en la matière. Nous arrivons aussi à travers les auto-évaluations que vous menez à pouvoir observer les pratiques, les politiques et les modalités de mise en œuvre, ce qui peut nous permettre de regarder l'avancement ou pas d'un chantier, les freins, les leviers, mais aussi de contribuer au partage d'expériences. Et puis enfin, par les rapports d'évaluation que nous élaborons, nous reconnaissons les points forts, les acquis dans une formation, dans un établissement, mais on peut aussi identifier les faiblesses et les vigilances, et puis inciter par nos recommandations aux évolutions. Voilà. Donc par ces 3 biais, nous pouvons à la fois aider, accompagner les établissements, mais aussi plus largement le niveau national sur la mise en œuvre des politiques publiques et surtout sur la mise en œuvre des politiques des établissements. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et là, j'ai souhaité, avant d'entrer dans le cœur de l'APC, de la situer dans le schéma global du pilotage de la qualité des formations,
Alors, c'est un schéma que je présente à un public un peu pour la première fois, mais c'est aussi le fruit de nos travaux au sein du HCERES. Ce qui est, je pense, important, c'est quand on va nous construire un référentiel ou une évaluation, mais aussi quand un établissement met en œuvre une politique de formation, quand une équipe de formation met en œuvre sa propre politique, eh bien, ces différents ingrédients que vous voyez dans le schéma doivent pouvoir être présents, ou en tout cas susciter la réflexion, l'analyse des équipes pédagogiques. Donc d'abord sur les modalités de définir une politique de formation, de la formation elle-même ou des formations d'un établissement, sur les dispositifs de mise en œuvre pédagogique, sur ensuite la manière dont les analyses, les résultats des formations et des parcours étudiants sont analysés, et enfin sur la manière de faire évoluer les diplômes, les objectifs, les contenus, les dispositifs dans une perspective d'amélioration continue. Et chacun de ces grands blocs, si vous voulez, apporte lui-même un certain nombre d'ingrédients, d'éléments qui doivent être pris en compte pour permettre ce cercle vertueux du pilotage. Je ne vais pas les détailler tous ici, on peut y revenir là-dessus si vous le souhaitez, mais donc attirer votre attention sur quelques points en particulier. Au moment de définir une politique de formation, il y a la question de l'apport des partenaires socio-économiques, mais aussi plus globalement de la recherche, et en particulier les attentes des étudiants qui sont à prendre en compte. Dans les attentes des étudiants, on attend aussi les attentes à la fois sur les disciplines, les secteurs d'activité, mais aussi les éléments pédagogiques. Ensuite, l'élément qui est primordial dans le propos qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui des dispositifs pédagogiques qui sont mis en place et qui ont vocation à mettre l'étudiant au cœur de ses apprentissages, de partir de ses besoins, ses compétences aussi. Quel est le profil du diplômé que nous souhaitons avoir? Comment on s'y attelle pour le former? L'élément très important, c'est l'accompagnement des équipes pédagogiques pour la mise en place de ces dispositifs pédagogiques, d'autant que à la fois les questions pédagogiques comme l'APC évoluent beaucoup, et après la question de la valorisation de leur investissement. Ces trois points me semblent très importants pour qu'on puisse avancer sur un sujet comme celui de l'APC. Et ensuite, dans ce cercle vertueux, l'idée n'est pas simplement de pouvoir dire nous définissons des objectifs et nous les mettons en œuvre, mais le fait de pouvoir s'appuyer sur des données objectivables, qualitatives et quantitatives, sur le devenir des parcours des étudiants, permet beaucoup d'éclairer aussi sur cette démarche-là, en prenant aussi en compte l'évaluation par les étudiants des formations. Et donc, une question comme l'APC suscite l'ensemble de ce schéma-là, y compris par la suite la présence dans les conseils de perfectionnement, comme dans les instances de l'établissement, de lieux où les résultats de ces formations se discutent. Donc, ça n'est pas, tout à l'heure, Philippe Gallès le disait, ce n'est pas l'APC, par exemple, n'est pas une fin en soi, c'est un levier, et c'est un levier qui peut être mobilisé dans l'ensemble de ces étapes-là, et en particulier dans la deuxième, mais plus largement dans ce cadre général du pilotage des formations. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, le référentiel d'évaluation des formations que nous avons défini depuis la VACC tient compte de cette organisation générale qui est attendue, encore une fois à l'échelle d'une formation ou de l'établissement, et qui nous permet d'évaluer les formations et les politiques de formation dans un référentiel, donc une liste de questions qui va aller du général au particulier, qui nous permet de regarder d'abord la politique et la caractérisation de la formation, ensuite son organisation pédagogique, donc les moyens qu'elle se donne pour mettre en œuvre cette politique-là, concrètement, et c'est là où les questions pédagogiques interviennent en priorité. Ensuite, la manière dont la formation obtient des résultats en matière de parcours des étudiants, d'attractivité, de performance et de réussite et de pertinence, et donc de devenir des étudiants. Et puis, la manière dont tout cela est mis en musique à travers le pilotage et l'amélioration continue de la formation. Et donc, une question comme la pédagogie ou l'approche par compétences en particulier va intervenir à plus d'un endroit, et en particulier dans ce qu'on appelle donc le domaine 2, 3 et 4 de notre référentiel. Voilà un peu les éléments généraux pour que vous compreniez le cadre qui nous a animés au moment de définir les référentiels et de placer une question comme l'APC dans notre évaluation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Dans ce cadre général, nous avons défini aussi à partir de la VACC, dans
parmi les critères d'évaluation généraux, les critères qui conditionnent l'accréditation de la formation, c'est-à-dire si elle peut ouvrir ou pas, mais encore une fois, le HCERES donne un avis d'accréditation, c'est le ministère qui se prononce là-dessus. Ces critères, nous ne les avons pas définis, encore une fois, tout seuls dans notre coin, mais ils partent des textes réglementaires, des exigences, par exemple des grades licence et master, mais aussi des arrêtés des différents diplômes, des licences pro, but, master et puis même doctorat. Et donc, vous les voyez là à l'écran, et vous voyez, ce sera le cas à partir de la vague E, où, donc, au-delà des questions liées à la cohérence de la formation dans l'environnement, l'adossement à la recherche, la professionnalisation, nous avons introduit le critère de la cohérence pédagogique de la formation, donc qui devient, à partir de la vague E, un critère d'accréditation. J'y reviendrai, nous n'avons pas souhaité l'introduire dès la vague C, c'est-à-dire de conditionner l'avis d'accréditation à cette question, parce que nous avons vu que le chantier de l'APC développé petit à petit, qu'il était encore parfois bourgeonnant dans les établissements et que nous préférons accompagner cette question au fait au lieu de tout de suite considérer que c'est un élément qu'on évalue et sur lequel on pourrait sanctionner les élèves. Voilà, si vous pouvez aller à la diapo 13 en particulier. Alors, dans ce cadre, lorsque nous regardons l'approche par compétences, on peut nous demander à quoi ça sert, l'approche par compétences, pourquoi vous la regardez. Nous avons défini 3 objectifs qui vont justifier que l'on regarde les questions pédagogiques en général et l'approche par compétences en particulier. Ça fait écho aux propos de Philippe Guédez de tout à l'heure. D'abord, pour nous, l'idée de voir comment l'APC contribue au fait de garantir une lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants et la société, et cela passe par le référentiel de compétences des formations-là. Est-ce que, d'abord, quand on regarde les référentiels de compétences, on peut s'assurer que les formations ne sont pas redondantes entre elles, que leurs intitulés sont cohérents avec leur contenu, mais aussi, de manière plus générale, comment la formation peut permettre aussi de former des étudiants, pas simplement pour s'insérer dans l'immédiat, mais pour pouvoir aussi avoir des compétences d'adaptabilité et pouvoir s'insérer dans des métiers d'avenir qui n'existent pas encore à ce jour ou qui pourraient très fortement évoluer à l'avenir. Ensuite, parmi les critères d'évaluation que nous faisons aussi, l'idée est de pouvoir regarder comment l'APC permet de garantir la cohérence pédagogique de l'offre de formation pour les étudiants, pas simplement pour les compétences liées à leur discipline et à leur métier, mais plus largement aussi les compétences transversales et transférables. Alors certains préfèrent le terme transposable, et cela est étroitement lié au 3e objectif, qui est la manière dont l'APC peut contribuer à garantir une offre de formation qui facilite la construction du parcours de l'étudiant, en matière de poursuite d'études, mais aussi en matière de passerelle, de réorientation. Autant dans d'autres pays, un étudiant peut très facilement passer entre les diplômes d'un même cycle ou entre les cycles, y compris quand il n'a pas fait un diplôme dans la même discipline. En France, nous restons très liés au diplôme, à l'intitulé du diplôme lui-même et à la discipline. Et l'APC peut aussi contribuer à pouvoir, en reconnaissant les compétences acquises, diversifier ses parcours d'étudiants, et les poursuites d'études et les réorientations en particulier. Voilà donc un peu les 3 objectifs que nous nous sommes fixés pour regarder l'APC, donc qui est encore une fois un levier et pas une fin en soi. Et diapo suivante s'il vous plaît. À partir de la vague C, par rapport à ce débat dont j'ai parlé au début, de cette approche tantôt des compétences, qui est tantôt liée à la formation de la vie, tantôt à la pédagogie, par nos référentiels, nous choisissons de concilier ces 2 enjeux sans les séparer l'un de l'autre, en nous attachant d'abord à vérifier la cohérence entre la finalité et le contenu de la formation à travers la fiche RNCP, mais aussi à travers un référentiel spécifique. Nous savons que la fiche RNCP est un cadre général qui permet de pouvoir avoir une référence générique pour les mentions nationales, mais qu'il s'avère de peu suffisant pour que les collègues puissent définir des référentiels spécifiques à des parcours quand ils ont une diversité de finalités par exemple, mais aussi pour pouvoir après structurer la maquette en blocs de connaissances de compétences. Donc cette notion de couplage entre fiche RNCP et référentiel spécifique
et nous semble importante. Et nous avons aussi donc repositionné l'approche par compétences en lien avec l'approche programme, et c'est un point important sur lequel je reviendrai, comme un outil de l'alignement pédagogique. C'est-à-dire que pour nous, l'APC il n'y a pas un critère qui est spécifique sur l'APC elle-même, mais plutôt de vérifier s'il y a bien un alignement pédagogique entre les objectifs de la formation, ses contenus de formation, ses méthodes d'enseignement et d'évaluation, et si l'approche par compétences y contribue avec le préalable qui est l'approche programme. Et là, je voudrais juste insister sur ces deux points, non pas pour entrer dans le jargon pédagogique, mais nous voyons bien que parmi les éléments qui nous empêchent d'avancer sur la question en France, c'est parce qu'on n'a pas en France la culture forcément d'équipes pédagogiques qui travaillent ensemble autour de ce qu'on appelle l'approche programme pour construire ensemble un programme sur l'ensemble d'un cursus à partir de ce profil de diplômé et qui permet que l'ensemble d'une équipe pédagogique contribue au programme. Souvent, on va davantage assembler des enseignements que les uns et les autres proposent pour faire une maquette de formation. Et donc, cette approche programme nous semble un préalable nécessaire à l'APC parce que nous avons vu dans les établissements qui ont voulu avancer là-dessus, même quand il y a eu une élaboration d'un référentiel de compétences, qui est la première étape, pour pouvoir passer à la maquette structurée en BCC et encore plus à l'évaluation par les compétences, il est important que cette approche programme préalable puisse être présente. Voilà. Donc, dans nos référentiels, nous avons prévu des critères qui relient l'APC aux enjeux socioprofessionnels, aux enjeux pédagogiques, mais aussi, et là vous retrouvez l'élément sur l'accompagnement des équipes pédagogiques et sur la valorisation de leur enseignement, aux questions RH. C'est-à-dire à la fois la manière dont les équipes pédagogiques qui veulent faire ce travail-là, l'accompagnement est primordial. Et ces questions-là, donc qui relient l'APC aux enjeux socioprofessionnels, pédagogiques et RH, sont vues à l'échelle de l'établissement et à l'échelle des formations. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous ai mis là les différents références et critères du référentiel qui permettent d'évaluer ces points-là. Donc, sans les lire dans le détail, je pourrais les commenter avec vous si vous le souhaitez. Mais donc, dans le domaine 1, sur la politique générale de formation, la référence sur la professionnalisation permet de regarder si la formation définit ses débouchés, sa finalité et ses contenus en cohérence avec sa fiche RNCP, et surtout si elle valorise aussi les compétences économiques. Dans le domaine 2, qui porte sur la mise en œuvre des formations, sur référence 5, qui est, je dirais, celle qui porte le plus directement possible sur l'APC, en regardant si la formation met en œuvre les méthodes pédagogiques adaptées aux compétences visées, nous regardons, comme je disais tout à l'heure, si la formation défie et met en œuvre ses objectifs, ses contenus, ses méthodes pédagogiques et ses acquis d'apprentissage dans une approche qui favorise l'alignement pédagogique en s'appuyant sur l'approche programme et l'approche par compétences. Donc nous avons voulu utiliser ces termes-là en les définissant bien sûr dans un glossaire pour que l'approche pédagogique que nous avons préconisée montre bien que l'APC est ici un levier pour les questions pédagogiques et pas une fin en soi. Diapo suivante. Et donc, dans le domaine 4, qui est sur le pilotage et l'amélioration continue, vous retrouverez deux références, et parmi elles, donc, des critères. Une première référence, un premier critère qui s'assure que les équipes pédagogiques bénéficient d'un soutien, d'un accompagnement et de formation au métier d'enseignant, et assure l'essaimage de leurs pratiques pédagogiques, parce qu'on sait aussi qu'une manière d'avancer sur ces questions, ce n'est pas à chaque fois de devoir tout refaire dans son coin, mais de capitaliser sur les pratiques des autres. Quand une équipe pédagogique d'une discipline donnée, d'un établissement donné, à avancer sur le chantier, elle peut beaucoup plus aider les collègues d'autres disciplines, d'autres établissements avancés que de discours théoriques sur la question. Voilà. Et ensuite, nous regardons si dans cette logique globale d'amélioration continue des formations, à travers l'évaluation des enseignements par les étudiants et à travers les travaux des conseils de perfectionnement, cette réflexion pédagogique trouve sa place ou pas. Voilà un peu les différents critères que nous avons définis pour regarder l'approche par compétences. Et diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, juste vous dire que nous demandons depuis l'AVACC
que la maquette soit déclinée en blocs de connaissances et de compétences avec les ECTS associés. Mais comme nous savons que c'est souvent aujourd'hui un travail en cours et parfois d'ailleurs souvent prévu pour le projet, c'était le cas dans les vagues B, C et D que nous venons de voir, nous demandons à défaut la maquette classique, structurée en UE, mais avec le tableau de correspondance, avec les UE et le référentiel de compétences de la formation. L'idée est encore une fois d'être dans ce mouvement d'accompagnement pour voir où en sont les équipes pédagogiques par rapport à ce sujet. Mais donc ce référentiel de compétences d'ailleurs spécifique à la formation est souvent la première étape. Et alors que, par exemple, la structuration en BCC et l'évaluation des compétences sont encore moins avancées en la matière. Nous avons aussi proposé dans notre glossaire des définitions de l'APC et de l'AP qui ne se veulent pas restrictives ni prescriptives, mais qui sont plutôt un outil d'aide. Donc, nous avons fait le choix de retenir, pour concilier ces éléments dont je parlais tout à l'heure de professionnalisation et de pédagogie, donc la définition assertif, donc plutôt penser les savoirs agir complexes qui vont associer les savoirs disciplinaires, les savoir-faire et les savoir-être en lien avec des situations d'apprentissage et d'évaluation, de manière aussi à pouvoir aider les équipes pédagogiques parce qu'on constate que l'organisation des blocs de compétences des fichiers RNCP en blocs disciplinaires, transversaux et professionnalisants ne permet pas forcément de structurer des maquettes facilement. Voilà. Donc c'est le choix que nous avons fait, mais encore une fois, il n'est pas prescriptif en soi. Si vous pouvez aller à la diapo suivante, parce que justement, donc, ce que nous allons regarder, de regarder la manière dont l'APC se met en place dans les établissements, en faisant le choix de tenir compte de cette mise en œuvre progressive. Donc, nous l'évaluons en bilan et en projet. Nous allons regarder, dans les vagues C&D, nous avons regardé la cohérence pédagogique appuyée sur l'APC, mais sans en faire, comme j'ai dit tout à l'heure, un critère d'accréditation. On n'a pas donc mis des avis défavorables aux formations en vague C&D lorsque l'APC n'était pas en place. En revanche, par exemple, si une formation en phase projet nous a dit « ça ne me concerne pas, je ne la mettrai pas en œuvre », là, nous avons mis une recommandation pour dire « veillez à la mettre en œuvre ». À partir de la vague E, ça devient un critère pédagogique, un critère d'accréditation. Donc on mettra des recommandations si elle n'est pas encore mise en place. En revanche, ce critère n'est pas bloquant dans le sens où si la formation est de bonne qualité, répond à tous les critères d'accréditation, sauf à l'APC, il n'est pas bloquant à lui seul. On ne mettra pas un avis défavorable simplement parce que la formation n'est pas encore en APC. Donc nous faisons le choix plutôt, encore une fois, d'être dans l'accompagnement du mouvement. Et nous avons progressive de vague en vague sur le sujet. Diapo suivante. Quand je dis que nous ne sommes pas prescriptifs, je veux dire par là que nous allons nous attacher à regarder la cohérence et la progression de la démarche. Est-ce que l'établissement a défini une démarche pour mettre en œuvre l'APC? Est-ce qu'elle est SEM dans toutes les formations? Est-ce qu'elle est cohérente, aboutie et structurée? Par exemple, est-ce qu'à partir du profil du diplômé, il y a une définition du référentiel de compétences? Est-ce que les maquettes sont structurées en BCC? Est-ce que les compétences sont évaluées? Est-ce que les équipes pédagogiques sont accompagnées? Là où on va voir, par exemple, des questions incohérentes sur lesquelles on pourra interpeller l'établissement ou la formation, c'est quand on nous dit « nous avons mis en place l'APC, nous mettrons par la suite en place l'approche programme ». Là, on interpelle en disant « attention, normalement, la deuxième est un préalable à la première ». Si on nous dit nous avons structuré les maquettes en BCC, disciplinaires, transversaux et professionnalisants, voilà. On peut interpeller sur et qu'on regarde les UE et qu'on voit qu'ils agissent encore d'UE disciplinaire, de professionnalisation, voilà, ou transversal, nous pouvons interpeller sur cette question de cohérence de la démarche. Voilà un peu les éléments que je pouvais vous donner en la matière. Peut-être juste la diapo 21 pour vous donner un élément sur les constats de mise en œuvre de l'APC. Nous avons vu dans les vagues B, C et D que l'appropriation, l'adhésion et les mises en œuvre étaient encore assez timides, voire embryonnaires dans certains cas, y compris dans les formations qui étaient porteurs d'un NCU. En revanche, nous voyons que c'est à chaque fois une dynamique prévue pour le contrat prochain.
C'est-à-dire que même si les arrêtés sont sortis en 2018, rares sont les établissements qui ont pu, entre 2018 et 2022 ou 2023, mettre en œuvre ces éléments-là et qui prévoit, puisque c'est un chantier structurant, c'est un changement de pratique, de mœurs, même de réflexion sur les formations elles-mêmes, ils choisissent plutôt de le faire au moment où les maquettes pédagogiques sont modifiées. Voilà. Pour le nouveau contrat. Nous voyons aussi que les buts ont eu un effet catalyseur dans la mise en œuvre de l'APC, parce qu'il y a eu des programmes des situations d'apprentissage et d'évaluation, le modèle qui permet d'essaimer dans d'autres formations d'un établissement. Mais vous l'avez peut-être constaté, le fait qu'il y ait eu des programmes nationaux avec des SAE n'est pas suffisant en lui-même pour que les équipes débutent arrivent à mettre en œuvre ces questions. C'est-à-dire qu'on voit aussi des questionnements sur la mise en œuvre dans les établissements eux-mêmes. Nous voyons aussi que les NCU créent une dynamique d'établissement dans le premier cycle, avec un effet catalyseur, qui parfois essaime dans le deuxième cycle. Mais en même temps, il est parfois plus facile pour les équipes pédagogiques de travailler sur l'APC dans les LP et dans les masters et dans les formations de santé. Parce que là, le profil du diplômé est plus facilement défini. Vous voyez, il y a des secteurs d'activité définis, il y a parfois des métiers définis, alors que les licences, comme elles forment à des métiers différents, des secteurs d'activité différents, parfois même vers des domaines différents, la définition du profil du diplômé peut s'avérer plus complexe. Donc on voit que ce n'est pas l'apanage d'un cycle. Et peut-être insister aussi que même si parfois on dit que c'est plus facile de le faire en STS ou en DEG ou en santé par rapport au SHS, certes, parfois ces équipes sont plus avancées dans le domaine, mais on a aussi des exemples assez intéressants de déclinaison de formation en APC dans les SHS, qui parfois même essaiment dans d'autres établissements. Donc c'est pour dire que c'est difficile, il n'est pas possible de notre point de vue de dire aujourd'hui que ce n'est pas possible dans un domaine donné ou dans un cursus donné. Mais il y a des particularités et des spécificités aussi qui peuvent permettre d'avancer plus ou moins rapidement sur le sujet. Voilà, et je vous dirai simplement, si on peut aller à la diapo 23, un mot sur les perspectives qui vont vous intéresser en particulier parce que vous êtes en vague A. Donc je vous le disais, nous avons voulu avancer progressivement sur ce chantier en revoyant régulièrement les critères d'évaluation au fur et à mesure que les établissements avancent sur la question. Et donc à partir de la vague A, nous regardons plus particulièrement la mise en place des SAE, donc les modalités d'évaluation, puisque jusque-là, ça n'était pas encore en place. Et sur la question des critères d'accréditation, nous évoluons progressivement, comme je vous l'ai montré donc jusqu'à la vague E sur cette question. De la même manière que les établissements ont la possibilité, quand c'est une priorité pour eux, de nous demander des focus sur cette question, et nous adaptons l'évaluation pour pouvoir leur faire un rendu plus particulier sur cette question, au-delà de l'évaluation standard que nous faisons à la matière. Nous sommes en train de travailler avec le programme Avenir pour s'appuyer aussi sur les outils d'évaluation de l'APC qui sont en train d'élaborer, notamment leurs repères avec les critères d'évaluation de la mise en œuvre de l'APC. Et puis, nous souhaitons aussi pouvoir contribuer aux échanges de pratiques entre établissements, pas simplement par les communications que nous faisons, comme celle que je fais aujourd'hui. Nous sommes très sollicités par les établissements sur le sujet, mais aussi par les rapports qu'on publie, où vous pouvez voir des exemples et les difficultés aussi de mise en œuvre, et des synthèses que nous souhaitons faire sur le sujet, mais aussi la mise en contact d'établissements, comme nous avons une vue générale en la matière. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur ce sujet, sur nos travaux, et puis je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Lynn. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver en distanciel et qui ne l'auraient pas entendu au début, je rappelle que vous appelez Lynn Frangier, vous êtes la directrice du département des évaluations des formations à l'HCERS et vous êtes disponible pour nous pour quelques questions. Nous avons du monde en distanciel et aussi en présentiel. Est-ce que dans la salle, certaines et certains d'entre vous ont des questions à poser? Je vais circuler dans la salle avec le micro. Je vais m'approcher de l'ordinateur, non plus à distance, pas de questions. Votre sujet était très clair. Ah, si, c'est bon, ça y est. Une question de la part de Éric Giraudin. Oui, merci pour la présentation qui était vraiment très très claire. Donc merci encore. J'avais une question par rapport à... Vous parliez tout à l'heure de la redondance
entre des formations qui éventuellement pourraient avoir les mêmes compétences, voire les mêmes enseignements. Par exemple, qu'en est-il des licences professionnelles dites suspendues avec la mise en œuvre du BUT? C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des logiques d'accueil, de BTS, de flux, etc. Et il y a certains établissements qui choisissent de maintenir des licences pro suspendues qui sont assez proches de certains parcours de BUT. Est-ce que ça a un impact pour les évaluations? Alors, oui, en tout cas, nous regardons cela de près. On va peut-être distinguer différentes choses. Donc, juste pour préciser, depuis l'AVACC, quand on évalue les formations d'un établissement, nous organisons l'évaluation par cycle de formation. Et donc, on a des comités qui travaillent sur le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle, ce qui permet qu'un même comité ait un regard sur l'ensemble de l'offre de formation d'un établissement, les licences professionnelles, les buts que le HCRS évalue depuis leur mise en place, avec aussi les DUST et les formations de santé. Donc, au-delà de l'évaluation de chaque formation ou des buts entre eux, nous avons ce regard global et ça nous amène en particulier à pouvoir regarder la cohérence de l'offre de formation du premier cycle entre les LP et les buts. Nous voyons différentes choses aujourd'hui. En effet, dans certains cas, les établissements choisissent de maintenir des licences suspendues et des buts dans un même domaine, avec deux perspectives. Soit dans une logique de transition, parce que la mise en œuvre de la réforme leur demande du temps, les discussions avec les partenaires socio-économiques leur demandent du temps, et parfois ils ne veulent pas se précipiter à supprimer une licence professionnelle quand elle est en formation continue, quand elle donne lieu à de la VAE, ou quand elle permet d'accueillir des BTS, par exemple, et que les capacités d'accueil des buts ne permettront pas de les accueillir en but 3 lorsqu'il n'y avait pas de licence professionnelle initiale. Donc, cette situation existe. Et d'autres souhaitent le garder de manière plus pérenne parce que ces licences professionnelles correspondent à des niches, par exemple, qui justifient de coexister à côté des buts. Nos points de vigilance vont d'abord porter sur la question de la cohérence de l'offre de formation. Est-ce que pour un jeune qui va venir vers une formation de but de licence pro et de licence, est-ce que l'offre est cohérente pour lui? Est-ce que ces formations ont bien des objectifs et des finalités qui sont différentes? Ou est-ce qu'il peut y avoir une redondance assez forte entre les buts et les LP? Parce que je rappelle que dans la réforme des buts, les buts ont vocation à accueillir de la formation continue, à accueillir les BTS en poursuite d'études et l'alternance et la VE. Donc le but en lui-même a la vocation à les accueillir tous. Nous regardons aussi les questions de vivier, parce que il peut... là où on sera assez attentif, c'est lorsque le vivier initial du but ou de la LP ne permettrait pas de maintenir deux formations en parallèle. Ça, c'est particulièrement le cas lorsque il s'agit de formations sur des sites distants. Vous voyez, donc par exemple là, ouverts dans différents lieux du territoire. Et puis, nous regardons aussi la question globalement de la soutenabilité de l'offre. Donc en alertant l'établissement sur la question de la soutenabilité de l'offre, pas simplement financière, puisque souvent on nous dit l'alternance permettra de financer ces formations, mais aussi humaine et patrimoniale, et en particulier je dirais humaine, parce que bon, vous le savez, souvent les licences professionnelles peuvent avoir des équipes pédagogiques restreintes, notamment en termes d'enseignants-chercheurs, et donc ce sont des points de vigilance que nous avons. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que l'établissement explicite sa stratégie en la matière, pourquoi garder CLP à côté des buts, et que ces questions de cohérence entre les deux formations, de vivier, de soutenabilité, puissent être prises en compte en la matière. Voilà. Mais nous voyons aussi des évolutions dans le temps. Donc il y en a eu d'abord beaucoup, et maintenant certains établissements reviennent en arrière en finalement fusionnant les LP dans les buts. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des questions dans la salle? Oui, on me montre du doigt. Oui, quelqu'un se lève. Parfait. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors moi j'avais une question, nous avions une question concernant justement l'approche programme que vous avez évoquée donc comme un préalable en fait à la mise en place de l'approche par compétences. Aujourd'hui, nous avons constaté, puisque nous sommes donc en passe de mettre en place un nouveau contrat, qu'en fait cette mise en place de l'approche programme, elle ne faisait pas vraiment partie des pratiques des enseignants qui construisaient leur maquette.
Et donc nous nous interrogions sur le fait, est-ce qu'il y aurait un guide ou des préconisations qui seraient faites pour pouvoir le construire pour le contrat futur, le futur contrat, et que ce soit pour les enseignants ou pour nous, les accompagnants, en fait. Notamment dans les conseils de perfectionnement, les conseils pédagogiques. Oui. Alors, en effet, ça n'est pas dans les pratiques des enseignants et des enseignants-chercheurs en France. Certains le lient à la liberté académique. Je ne pense pas que ce soit le cas. On peut tout à fait préserver la liberté académique de comment les enseignants enseignent et qu'ils contribuent tous à ceux qu'ils enseignent, mais en mettant cela en cohérence. Et donc, je pense vraiment qu'il est primordial que l'équipe pédagogique dans son ensemble travaille ensemble en préalable à la définition de ce profil du diplômé et aux enseignements qui y contribuent. Nous avons vu que lorsque, dans certains cas, certaines personnes de l'équipe pédagogique, le responsable de formation ou certaines personnes sensibilisées à la question se mettent ensemble pour définir un référentiel et pour mettre en place l'APC, au moment de faire la maquette, il y a un socle, mais ensuite, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent pour dire comment je mets mon enseignement, mais il y a encore ces heures-ci, mais il y a encore cet enseignement-là. Et c'est là que l'approche par compétence, finalement, part un peu en vrille. Donc, le fait de pouvoir trouver un moyen d'associer l'ensemble de l'équipe pédagogique, c'est-à-dire les responsables de mention, de parcours, mais aussi les enseignants eux-mêmes sur cette question-là, au moment de construire les maquettes, c'est pour ça que la bascule dans un nouveau contrat est pertinente et nécessaire. Il y a des instances où l'aide des ingénieurs pédagogiques, non pas pour venir donner un modèle tout fait. Je pense que quand on arrive en disant voilà la structure, il faut 4 blocs, ou il faut 2 blocs, ou il faut 4 UE, ou il faut 6 UE, ou voilà le référentiel de la fiche RNCP qu'il faut suivre, les enseignants ont du mal à s'y retrouver. Je pense que c'est important d'accompagner pour dire à quoi formez-vous, qui formez-vous, comment souhaitez-vous former, et plutôt que les ingénieurs pédagogiques soient dans l'accompagnement de cette équipe pédagogique que dans la construction de modèles préalables. Et tout à l'heure, je parlais de la question de l'essaimage. Ce qui peut aussi aider, c'est lorsque d'autres équipes pédagogiques, par exemple dans une licence d'histoire, dans un master de sciences de l'éducation, dans une LP de chimie, voilà, ou dans une licence de maths, dans un autre établissement, quand ce travail a déjà été fait, parce que des équipes ont été mobilisées, parce qu'elles ont eu un programme ou un projet, de pouvoir se mettre... de pouvoir s'inspirer de ce travail-là pour démarrer, vous voyez, pour avoir un point de démarrage. Si je puis me permettre de revenir sur une expérience qu'on a faite à Lille, je sais qu'Aurélie Dupré est parmi vous aujourd'hui, elle faisait partie de ce groupe de travail qu'on a mis en place pour lancer l'APC et pour donner du sens. On avait dit aux collègues qui étaient volontaires pour ce groupe de travail, prenez vos maquettes et prenez ce qui est pour vous un référentiel de compétences. Et faites la comparaison entre les deux. Vous voyez ce qu'on appelle ces fameuses matrices de tableau de correspondance. Et je pense que ce qui a beaucoup aidé à l'avancement du chantier à Lille, c'était ce déclic qu'il y a eu chez les enseignants, qui sont revenus vers nous quelques semaines après, pour dire, en fait, ça ne va pas du tout. On s'est rendu compte que nous sommes 10 à enseigner la même chose, ou nous sommes 10 à évaluer la même chose. Ou bien, il y a des compétences très importantes pour nous, mais au final, personne n'y prépare. Ou encore, une compétence très importante pour nous, personne ne l'évalue. Donc, ce premier travail de déclic, de dire partez de votre propre maquette, de votre propre expérience, mais de vos propres attentes, et regardez où vous en êtes par rapport à ça, permet d'évoluer, enfin d'avancer sur le sujet. Il y a aussi le fait que voilà, nous faisons partie d'une communauté universitaire qui a ses forces et ses faiblesses. Nous savons que tout le monde ne pourra pas être embarqué dès le départ. Et là, il y a aussi cette logique, mais je pense que vous en parlera pendant la journée, de distinguer ce qu'on appelle dans le jargon les ressources indépendantes et les ressources associées, c'est-à-dire d'avancer, une fois que le référentiel est défini, d'avancer pas à pas avec certains blocs de compétences qui peuvent se mettre en place autour d'une approche programme avec la partie de l'équipe qui est partante, d'autres enseignements qui resteront peut-être isolés dans un premier temps, pour aussi que les choses se fassent progressivement. C'est un changement de mœurs, il faut du temps. Voilà, on ne peut pas l'improviser en un an. Mais voilà quelques billes en tout cas pour avancer sur le sujet. Et nos collègues canadiens, belges, eux,
avancent naturellement dans cette logique de l'approche programme, hein, même sans l'appeler ainsi. Donc s'appuyer aussi sur eux, sur leur expertise parfois, toujours dans cette logique de travail avec les pairs, ça peut aider. Merci beaucoup, c'était une question de l'Université Côte d'Azur. On vous remercie pour votre réponse détaillée. Je me tourne à nouveau vers la salle s'il y a encore des questions. On a un peu d'avance sur notre programme. On a actuellement 80 personnes qui sont connectées en distanciel. Donc si en distanciel vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Yannick est là pour vous et pour relayer vos questions en direct. Ah, très bien, parfait. On se tourne maintenant vers Lyon et puis je laisse la parole à Franck qui va vous poser une question. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Madame, de ce que vous nous apportez comme soutien avec ces précisions. Peut-être ma question est-elle un peu décalée, mais en vous entendant, vous avez fait référence au temps nécessaire, vous avez fait référence à la réglementation, et je voulais vous demander si vous saviez si là où les décisions se prennent, la question de l'importance de la reconnaissance du temps nécessaire à la pédagogie, à l'enseignement, allait être développée, poursuivie, augmentée en regard, par exemple, je pense au développement de la carrière d'un enseignant-chercheur. Voilà. Est-ce qu'un équilibre vers son engagement pédagogique est prévu ou pas? Merci. Alors, moi je peux répondre pour le HCERES, je peux vous faire état des avancées dans le domaine, mais cette question en effet doit être aussi posée aux décideurs, hein, donc voilà, au ministère. Vous savez que le HCERES est une autorité publique indépendante. Mais votre question est tout à fait pertinente, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait de quand on traite ces questions pédagogiques, mais l'évaluation des formations en général, le fait de regarder l'équipe pédagogique, sa constitution, la manière dont elle est accompagnée et formée et la manière dont elle est valorisée. Vous voyez, notre critère, c'est bien, est-ce que la politique de recrutement, de reconnaissance, de promotion de l'équipe pédagogique, enfin de l'établissement, mais en faveur de l'équipe pédagogique, permet à la formation de bénéficier des moyens pour avancer. Donc ces trois éléments, hein, de recrutement, de promotion et de reconnaissance sont vraiment très, très importants pour qu'on puisse réellement avancer sur cette politique d'évaluation des formations. Maintenant, bon, nous connaissons notre système qui, en effet, a été longtemps et le reste majoritairement appuyé sur sur l'appréciation de l'activité de recherche pour l'avancement, par exemple, pour les promotions, etc. Mais il y a quand même eu des initiatives intéressantes dans les établissements. C'est aussi un work in progress en la matière, comme au niveau national. La mise en place, par exemple, des congés de projets pédagogiques, de la reconnaissance horaire, voyez, des décharges horaires, par exemple, pour mener des activités pédagogiques, ça s'appelle BQE, BQF, etc. Parfois, c'est des appels à projets dans les établissements, sont des leviers pour à la fois donner du temps aux collègues, mais aussi reconnaître ce travail. Vous savez aussi peut-être que les établissements ont parfois élaboré des grilles d'évaluation des dossiers d'avancement des établissements en incluant non pas simplement une grille sur l'activité de recherche, mais sur les activités pédagogiques, l'enseignement, les responsabilités, mais aussi la participation à des projets pédagogiques. Et là, le levier, il est, par exemple, dans les promotions qui sont accordées au niveau de l'établissement en la matière. Il y a eu un référentiel élaboré sur le métier d'enseignant-chercheur. Donc la DGCIP, notamment ce qui était auparavant la MIPNES, avait travaillé là-dessus. Alors je sais que le sujet a été très compliqué avec les syndicats aussi, donc c'est vrai. C'est un pour lequel la communauté n'est pas prête en la matière, mais il faut qu'on puisse avancer là-dessus. Il y a encore des leviers importants, par exemple au niveau des CNU, voilà, pour que les promotions prennent aussi en compte l'investissement pédagogique. Donc par rapport à la situation d'il y a 10 ans, je vous dirais qu'il y a des pas qui sont faits, il y a des étapes qui sont franchies, des initiatives intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire en la matière. Encore une fois, ce que nous pouvons faire, je vous disais tout à l'heure, par nos référentiels, nous
nous aidons déjà à la réflexion et c'est pour ça qu'on a tenu à ce que ces critères-là soient pas simplement dans la partie RH, mais se retrouvent dans le volet, dans le domaine qui évalue la politique de formation et notamment le pilotage des formations. Voilà un peu quelques leviers qui permettent d'avancer sur cette question, mais sans qu'on ait réglé le sujet. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, l'APC est un levier. Merci de nous aider à le soulever.